Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Intronisation du chef du village de Balabougou, un village situé à 3 km de la commune rurale de Touba, dans le cercle de Banamba. La cérémonie a eu lieu dimanche en présence de plusieurs sensibilités politiques. Reportage Ousmane Sogoré et Samba Traoré. L'intronisation de Mandjou Sylla à la tête de Balabougou fait suite à la création officielle de ce village par arrêté du gouverneur de la région de Koulikoro en décembre dernier. Ce dimanche, en présence de la population de la commune rurale de Dougou-Wolonvla, réunie pour la même cause, le chef du village a reçu des maires du sous-préfet son autorisation pour gérer le village avec ses 5 conseillers, conformément aux coutumes et textes en vigueur. Bon, les sentiments qui m'animent aujourd'hui, c'est un sentiment de fierté au nom de la jeunesse. Et je salue la jeunesse pour la bonne organisation de la cérémonie. Tout a été très bien fait, vraiment. On donne conseil seulement à la jeunesse de s'approcher de notabilité pour le développement du village. Plusieurs sensibilités politiques ont pris part à cette cérémonie d'investiture, notamment le maire de la commune rurale de Touba, le préfet de Banaba et l'élu du cercle de Banaba. C'est l'installation du chef du village de Balabougou. Cette initiative a été prise, ça vaut presque une année. Ils ont demandé à la mairie afin qu'il soit un village. Nous avons vraiment fait des enquêtes pour savoir si toutefois tout va bien. Parce qu'un amont qui demande à être village, il faut que ça soit avec la complicité de la population de cet amont. On a trouvé que vraiment il y a de l'attente ici. Bon, nous avons poursuivi les dossiers jusqu'à ce qu'on a eu gain de cause. Bon, aujourd'hui, nous sommes venus ici pour l'installation de ces chefs de village. Nous avons constaté que Balabougou a une population suffisante, environ 1000 habitants, pour être érigé en village. Parce que selon les normes maliennes, donc quand un hameau atteint 500 habitants, donc il peut être érigé en village autonome. Donc pour que Balabougou soit prospère, pour que vraiment Balabougou puisse bénéficier des avantages de développement local, donc si Balabougou est érigé en village, cela c'est déjà un pas. Ce matin, nous sommes à Balabougou, un nouveau village de la commune rurale de Dougou-Wolonvla, qui était rattaché auparavant au village de Touba. Après sa création par le gouverneur, nous avons installé d'abord le conseil de village, puis un chef de village a été désigné et cette désignation a été entérinée par une nomination du préfet. Donc ce dimanche 23 avril 2017 consacre l'investiture du nouveau chef de village, M. Mandjou Sylla, à la tête du village de Balabougou. Donc c'est un honneur, mais également un devoir pour nous de venir pour prodiguer des conseils au nouveau village à travers le chef de village et les conseillers, pour les inviter à s'acquitter de leurs devoirs à travers les impôts et les taxes, mais également à travailler dans la collaboration, dans l'entente, et de consulter autant que possible les populations dans la réalisation des investissements collectifs. Rappelons que l'investiture du chef de village a commencé par la lecture du Saint-Coran et pris fin par un repas collectif. L'association Orognaton a célébré sa victoire aux élections communales du 20 novembre dernier. C'était samedi à Mana, dans la commune rurale de Wélé-Sébougou, en présence de plusieurs personnalités. Kafouné Batili, Fatoumata Doumbia. Tous les villages de Mana a vibré au rythme de la cérémonie de l'association Orognaton, un événement qui s'inscrit dans le cadre de l'arrivée en tête des listes indépendantes Orogna dans les 13 communes et 44 villages qui comptent la commune rurale de Wélé-Sébougou. À peine 3 mois, date de sa création avant les communales du 20 novembre dernier. Le motif de l'organisation d'une telle cérémonie, c'est d'abord manifester la joie, manifester la reconnaissance vis-à-vis de cette population. Vous savez bien que lorsque vous bénéficiez du suffrage populaire de la population, c'est une grande confiance. D'une part, je suis député élu de cette circonscription et originaire de cette ville de Wélé-Sébougou. Ça, c'était aux élections législatives. Maintenant, les élections municipales, qui sont les élections les plus difficiles et les plus compliquées, parce qu'il s'agit d'élire les conseillers municipaux qui auront
en charge de la gestion de la localité. Donc, notre indépendant, Horonya, a eu la confiance de la population, en grande majorité, qui ont voté pour cette liste, qui est une liste indépendante. Le président de l'association Horonyaton a salué l'audace de la population de la commune rurale de Welesebugu en général et en particulier les sympathisants de Horonyaton qui se sont rendus aux urnes pour voter en leur faveur. En s'adressant aux élus communaux, il les appelle à être toujours distingués par l'unité et la bonne collaboration. Avant de procéder à la remise symbolique d'une enveloppe de 500 000 francs CFA à une mère ayant accouché d'un triplé et une enveloppe contenant la somme de 250 000 francs CFA à l'équipe sage-femme ayant facilité l'accouchement. Bon, les conseils que je leur donne, c'est de gérer cette mairie avec le plus grand sérieux, la plus grande honnêteté possible et d'écouter vraiment tout le monde et d'associer tout le monde. Tous les conseillers, ils ne sont pas forcément du même bord politique, mais ils sont tous des élus de la commune. Donc le maire ne doit jamais les marginaliser. Même ceux qui ne sont pas de la majorité communale, qui sont de l'opposition, il faut toujours les concerter. Donc toutes décisions qui doivent être prises en consensus avec tout le monde. Il faut les associer dans les débats, il faut les associer dans les échanges. Et je les conseille aussi que même au-delà de ces conseillers, vous savez, il y a des personnes ressources, des chefs de village, des personnes âgées, des imams, d'autres leaders religieux, des artistes, des femmes leaders qui sont vraiment là, dont les conseils sont extrêmement très précieux. Il ne faut pas aussi oublier les anciens. Nous leur demandons vraiment de continuer sur ces larges consultations à chaque fois qu'il y a quelque chose qui les préoccupe. Je suis sûr quand même que quand ça continue comme ça, beaucoup de problèmes pourront trouver leur solution. Pour rappel, les listes indépendantes Horonya se sont taillées les gros lots dans les communes de Welesebugu avec 40 conseillers lors du scrutin du 20 novembre dernier. Présentation d'artistes, chants et démonstrations des chasseurs, danse, voilà ceux qui ont marqué les temps forts de la cérémonie. Sortie de la 22e promotion du centre de formation professionnelle Marie Diagnari, la cérémonie de remise de diplôme s'est tenue samedi au pavillon du stade du 26 mars. Créé en 1992, le centre de formation professionnelle Marie Diagnari est une école qui forme dans les métiers de la mode. Il vient de mettre sur le marché de l'emploi 56 filles et 2 garçons. Les 58 récipiendaires ont été formés pendant 3 ans en coupe, couture, stylisme, modélisme, broderie et coiffure esthétique. Au centre Marie Diagnari, on apprend les élèves à coudre, pas seulement à coudre, mais on fait la coiffure esthétique. Et puis encore, en tout ce qui touche l'élégance féminine, on fait tout ça, on enseigne tout ça à nos élèves au centre Marie Diagnari. Pourquoi? Parce que quand on constate, depuis, je vais un peu en arrière, depuis le temps de Louis XIV, en France, on a conçu que les hommes seulement avaient le droit de faire la mode. Mais avec tout ça, la mode n'avançait pas. Donc sur ce, lui, il a pris une autre idée d'essayer maintenant d'intégrer les femmes dedans. Une fois que les femmes ont touché la mode, ça a été un rayonnement sans précédent. La raison pour laquelle, dans le monde entier, même chez nous, la majorité des personnes qui font la mode, ce sont les femmes. Venez apprendre à coudre, à broder, d'être des vrais stylistes, modélistes. Dans ces domaines, on verra tout sauf le chômage. Là où on est aujourd'hui, tout le monde, dans tous les travaux qui existent dans le monde entier, il peut avoir des difficultés. C'est vrai. Tous les travaux peuvent avoir ce grand chômage, mais au centre Marie Diagnari, dans le domaine de la mode, vous ne verrez jamais ce genre de problème. Les 3 premiers de cette 22e promotion ont reçu 3 machines à coudre et une enveloppe de 300 000 francs CFA. Des cadeaux offerts par les parrains qui se disent honorés d'avoir été choisis. Je suis très honorée cet après-midi d'avoir eu à marrainer la 22e promotion du centre Marie Diagnari.
Donc, depuis 1992, on suit à peu près ce qu'il fait. Mais c'est ce soir, par notre présence au cours de cette cérémonie, qu'on a réellement apprécié leur savoir-faire. Et vraiment, on ne peut que les encourager, les féliciter, et nous lançons un appel à nos autorités que des initiatives comme celle du Centre Marie Geniaré soient vraiment encouragées, soient soutenues, et pour que le problème d'emploi au Mali, qui est d'ailleurs, je le disais tantôt, le chômage est masculin, parce qu'avoir cette promotion qui est composée de 58 récipiendaires, il y a 56 femmes et 2 hommes. Ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas méritants, mais il faut quand même encourager pour que hommes et femmes s'investissent dans ce domaine-là qui est très porteur. J'ai eu à lancer un appel dans la salle. J'ai dit le boubou que je porte est malien. C'est tissé avec le coton malien et c'est cousu au Mali. Et rien ne nous empêche d'aller dans la consommation de nos produits locaux pour le développement de notre pays. Un sentiment de joie pour avoir été choisi comme parrain de cette promotion, mais surtout un sentiment de fierté quand je vois tout le travail abattu par ces jeunes filles et ces jeunes garçons, ce qui prouve qu'il y a le talent, il y a la capacité, et que dans toute chose, si on accepte de se former, on a de bons résultats. Donc c'est le lieu de saluer la formation professionnelle, c'est le lieu d'encourager les Maliens à aller vers la formation professionnelle, aller vers les métiers, parce que la vie, c'est répondre aux besoins des gens. Les gens ont besoin des choses, il faut leur apporter, et c'est ça le développement. Tout le reste, c'est les discours. Les gens ont besoin de manger, les gens ont besoin de s'habiller. Donc, produisons pour habiller nos populations, produisons pour nourrir nos populations et le pays va se développer. Prestations d'artistes et défilés de mode ont clôturé cette cérémonie de remise des diplômes. Bon vent donc à la promotion Makamoussa Sissoko. Présidentielle française, les résultats définitifs officiels sont tombés ce matin. Emmanuel Macron obtient 23,75% des voix devant Marine Le Pen, 21,53%. Les deux candidats s'affronteront donc lors du second tour. À l'issue d'une campagne marquée par une incertitude inédite jusqu'au dernier jour, le premier tour de l'élection présidentielle est désormais clos. Quelques 47 millions d'électeurs français étaient appelés aux urnes ce dimanche 23 avril. Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont qualifiés pour le second tour. Arrivés en tête des suffrages avec 23,86% des voix, soit un peu plus de 8 500 000 votants, l'ancien ministre de l'économie Emmanuel Macron affrontera lors du second tour prévu le 7 mai la candidate du Front National Marine Le Pen qui a obtenu 21,43% des voix, soit un peu plus de 7 600 000 votants. Suivent François Fillon et Jean-Luc Mélenchon, respectivement 3e et 4e du scrutin, avec 19,94% des voix et 19,62% des voix. Alors que les sondeurs anticipaient une abstention record, ce scrutin présidentiel a mobilisé les Français avec un taux de participation qui devrait avoisiner 78,69% selon les résultats quasi définitifs. Scrutin qui a également nécessité une armada de dispositifs sécuritaires 3 jours seulement après l'attaque sur les Champs-Élysées. Près de 50 000 policiers et 7 000 militaires ont été déployés pour assurer la sécurité du vote. Tous les regards se tournent à présent vers le second tour du 7 mai, à l'issue duquel on saura si c'est le Front National de Marine Le Pen ou le mouvement La France en marche du jeune candidat charismatique Emmanuel Macron qui succédera à François Hollande. À présent, le reste de l'actualité hors de nos frontières, une compilation signée Issouf Koulibaly. Le vice-président sud-africain a réclamé dimanche la mise en place d'une commission d'enquête sur les allégations de corruption au sommet de l'État. Cyril Ramaphosa fait directement référence aux recommandations de l'ex-médiatrice de la République qui avait notamment pointé de forts soupçons de collusion entre le président Jacob Zuma et une richissime famille d'hommes d'affaires, les Gupta. Elle avait recommandé la mise en place d'une commission d'enquête, un avis pour le moment resté lettre morte. Le Congrès national africain ANC, au pouvoir depuis la fin de l'apartheid en 1994, a subi un fort recul lors des élections municipales d'août 2016.
Avec moins de 54% des voix au niveau national, le parti a connu le plus faible score de son histoire. Il n'est d'ailleurs plus majoritaire dans 4 des 6 plus grandes métropoles du pays. Cyril Ramaphosa fait partie des favoris pour succéder à M. Zuma à la tête du parti à la fin de l'année. Un scrutin clé qui désignera le chef de file de l'ANC pour les prochaines élections générales de 2019. Djibouti est au cœur de la stratégie des États-Unis en Afrique de l'Est et au Moyen-Orient. Le pays abrite à ce titre la seule base américaine en Afrique, située dans le camp Lemonnier qui accueille quelques 4000 soldats et contractuels américains selon le Pentagone. Aujourd'hui, toutes les puissances mondiales se bousculent dans ce territoire, autrefois une chasse gardée de la France. Djibouti est idéalement placé à la jonction du golfe d'Aden et de la mer Rouge, par où transite 40% du transit maritime mondial. Le secrétaire américain à la défense qui se trouvait samedi 22 avril à Djibouti dans le cadre de sa tournée au Moyen-Orient s'inquiète surtout de l'entrée en jeu de la Chine, qui est en train de construire sa première base militaire à l'étranger, juste à côté du camp Lemonnier. Les Chinois y rejoignent les Japonais qui y ont construit une base militaire, une première depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, officiellement pour participer à la lutte anti-piraterie au large de la Somalie. L'annonce du retour en République démocratique du Congo de la dépouille de l'opposant historique décédé le 1er février à Bruxelles, qui se faisait attendre depuis des mois, vient d'être faite par son parti, l'UDPS, et sa famille. On a ainsi appris que le sphinx de Limete sera inhumé dans l'enceinte du siège de cette formation politique de l'opposition congolaise. L'ex-président de l'UDPS et du rassemblement d'opposition constitué autour de sa personne avait quitté son pays pour suivre des soins médicaux en Belgique, après avoir été désigné président du Conseil national de suivi de l'accord censé sortir la République démocratique du Congo de la crise, nœud du maintien au pouvoir du président Kabila au-delà de son mandat. Emblématique et populaire, Étienne Tshisekedi était entré en dissidence contre le régime de Mobutu en 1980, avant de s'opposer à ses successeurs, Laurent Désiré Kabila, puis son fils Joseph Kabila. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme.